Alors, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Donc, il y a déjà pas mal de personnes qui sont connectées, donc ça va, c'est que c'était pas trop compliqué. En attendant qu'il y ait tout le monde qui arrive à se connecter, on va un petit peu vous expliquer, la raison de ce webinaire de ce soir. Donc en fait, on s'est rendu compte, dans la commission qualité de vie, du Corévi Occitanie, que beaucoup de questions se posaient, en tout cas pas de la part des personnes qui vivaient avec le VIH, que, il y avait, beaucoup de questions qui étaient relatives entre, vaccination Covid-19 et VIH. Donc c'est l'objet de ce webinaire ce soir. Moi, je me présente, je suis Laurent Trindine, je suis patient expert, intervenant en éducation thérapeutique du patient. J'interviens notamment dans les ateliers éducatifs collectifs du MIT à Montpellier. Et ce soir, je vais être modérateur de cette session. Donc je vais, relayer les questions que vous allez pouvoir, poser, en ligne, puisque là, vous ne pourrez pas intervenir en vidéo, déjà par rapport à la confidentialité, mais et surtout, de façon anonyme par rapport à une petite messagerie. Donc je vous indiquerai tout à l'heure, le fonctionnement de cette messagerie. Pour, heu, pour aller plus simple, on va vous présenter, nos 2 intervenants, nos 2 spécialistes experts sur la question de la vaccination et du VIH. On va commencer peut-être par le docteur, Anna Mackinson, qui va peut-être aussi nous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un Corévi. Il existe des Corévis, donc Corévi, ça veut dire coordination régionale VIH. Il existe des Corévis dans toutes les régions, mais donc je vais laisser la parole à Anna Mackinson qui nous explique un peu tout ça pour se présenter. Bonsoir, je suis Dr Alain Mackinson. Je travaille dans le service des maladies infectieuses et je suis tout d'abord clinicien, hein. J'ai des patients de longue date pour la prise en charge des personnes vivant avec le VIH, de façon plus récente sur la prévention avec la PrEP, la consultation santé sexuelle et aussi un intérêt pour les IST. Et puis depuis longtemps, je dirais, une fibre un peu pour le milieu associatif à travers Montpellier sans sida. Donc j'ai été élu récemment président du Corévi suite à la démission du professeur Jacques Rey. Donc Corévi difficile à gérer par sa grandeur Occitanie. Donc dans l'idéal, donc le Corévi, c'est une structure qui regroupe l'ensemble des associatifs qui le veulent, des médecins et des paramédicaux qui ont un rôle dans la lutte contre et la prévention et pour faciliter la prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Un intérêt aussi dans la même prévention des infections sexuellement transmissibles et une mission plus récente sur la santé sexuelle dans tout ce que ça veut dire par rapport à la définition, je dirais, très transversale et large qu'on peut donner à ce que c'est que la santé sexuelle. Donc c'est dans ce cadre-là que ce webinaire a été organisé. Le Corévi donc regroupe un bureau et des membres associatifs, des membres pardon du Corévi, avec une orientation, je dirais, et un intérêt particulier pour la formation qu'on voudrait aussi proposer, puisque c'est aussi le savoir-faire de beaucoup de ses membres. Donc le webinaire de ce soir que Marie nous a préparé est une des exemples qu'on pourrait faire et refaire, à la fois à viser du grand public, à la fois à viser des associations, et là c'est suite à votre demande, à travers une des commissions, et puis à la fois, pourquoi pas, les professionnels médicaux, type médecins généralistes, etc. Donc, je ne veux pas trop rentrer dans les détails peut-être du fonctionnement du Corévi. Sachez, pour ceux qui participent activement, il y a un petit questionnaire là qui circule pour savoir si vous voulez reconduire votre participation après les prochaines échéances électorales. Et j'espère en fait que la réponse sera plutôt positive. Voilà. Je laisse la parole à Marie. Bonsoir à tous. Je suis le docteur Marie Bistoquet. Je travaille comme le docteur Mackinson dans le service des maladies infectieuses de l'hôpital de Montpellier, où l'essentiel de mon activité est
axé sur le suivi des personnes vivant avec le VIH et également la mise en place de prophylaxie pré-exposition et le suivi des dépistages et prévention des IST. Je suis également donc la coordinatrice médicale pour la partie est de la région Occitanie de Secours et Vie. Et donc, c'est comme le disait en introduction Laurent, sur la demande de la commission qualité de vie de notre Corévie que nous avons préparé ce webinaire. Alors, ce qu'on vous propose, c'est on a répertorié un certain nombre de questions qui nous semblaient être des questions que nous, en tant que cliniciens, on a l'impression reviennent plus fréquemment au niveau de la consultation de nos propres patients, des questions qui se posent assez généralement sur la vaccination, pour lesquelles on a voulu vous faire déjà un premier topo pour un petit peu poser les bases. Donc, on va vous présenter là ces premières questions, et à la fin, bien sûr, vous serez libre par le chat et anonymement, si vous le souhaitez, comme le précisait Laurent, de poser absolument toutes les questions que vous souhaitez donc sur cette thématique vaccination Covid-19 et VIH, et on essaiera bien sûr avec Alain d'y répondre de la façon la plus claire et transparente possible. Pour commencer à poser les bases, je souhaitais vous rappeler un petit peu, avant de parler de tout ce qui était vaccination, déjà l'évolution dite classique de la maladie à Covid-19, pour un peu rappeler de quoi il s'agit et un peu comment ça se passe. Donc sur le premier graphe de gauche, je pense que vous devez voir ma flèche qui doit se balader Oui, on voit ta flèche. en même temps. Donc vous avez une courbe du temps avec un peu l'évolution de ce qu'on appelle votre niveau de contagiosité. Donc c'est quand vous pouvez, si vous êtes porteur du virus de la Covid-19, le transmettre et contaminer les personnes autour de vous. Donc là, avec une prise chronologique, donc vous pouvez voir qu'à partir du moment où les symptômes commencent, bien sûr, c'est le moment où on dit qu'on est le plus contagieux et où on peut donc le plus contaminer de personnes autour de nous, mais que ça commence également un petit peu avant l'apparition des symptômes. C'est aussi pour ça que vous avez peut-être dû entendre parler ou même été dans la situation là, depuis 1 an que ça a commencé, ou quand il y a des enquêtes de notamment la sécurité sociale autour de cas, vous demande quelles sont les personnes que vous avez croisées dans les jours avant, même si vous n'aviez pas de symptômes, pour un peu essayer de leur permettre de se faire dépister et ainsi casser les chaînes de transmission. Donc cette contagiosité va durer en moyenne 7 jours. Bien sûr, c'est des moyennes, ça peut être plus ou moins long en fonction des situations cliniques. Puis à partir d'1 semaine à peu près, la contagiosité va bien diminuer et peut durer comme ça dans le temps sur encore une quinzaine de jours. Sur le graphe de droite, donc vous avez là plus un graphique qui vous présente un peu les symptômes qui peuvent arriver au moment où on est contaminé par le Covid. Donc il y a d'abord au début cette période un peu d'incubation qui est plus ou moins longue, c'est-à-dire le moment où vous avez été contaminé par le virus de la Covid-19, mais vous n'en ressentez pas encore forcément les symptômes. Donc là, comme sur le premier graphe, vous voyez que même si les premiers symptômes ne sont pas apparus, donc au J0, vous commencez quand même quelques jours avant à vous-même excréter du virus et à vous-même être contaminant. Et donc les premiers symptômes, donc les plus fréquents qui apparaissent au début, ce sont la fièvre, la toux, les maux de gorge, les douleurs dans les articulations et dans les muscles, le mal de tête, des éruptions cutanées et le fameux perte de goût et d'odorat dont on a beaucoup entendu. En fonction des types de symptômes, cela peut durer plus ou moins longtemps dans le temps. Vous voyez, ça peut s'étaler sur plusieurs jours à plusieurs semaines, notamment la toux qui peut perdurer même après, entre guillemets, qu'on ne soit plus contagieux et qu'on se considère comme guéri, donc dans la convalescence, un certain temps. Donc la plupart des symptômes, là, comme on montrait en accord avec ce premier graphe, durent environ 1 semaine avant de commencer un rétablissement. Donc ça, c'est pour les personnes pour lesquelles la Covid, on va dire, ne se complique pas et qui font des formes relativement bénignes. Pour d'autres, malheureusement, au bout d'un certain temps, nous, ce que l'on constate en hospitalisation,
c'est que à peu près environ, une semaine, 5-6 jours après le début, des premiers symptômes, certaines personnes malheureusement vont commencer à avoir un peu plus de difficultés à respirer, à être un peu plus essoufflées, se dégrader cliniquement et c'est souvent dans ce contexte qu'on les voit arriver, en hospitalisation où, ils vont nécessiter, un peu plus de soins, donc parfois de l'oxygène ou, malheureusement pour certains, des passages en réanimation pour des soins, un peu plus actifs. Donc ces périodes-là vont s'étendre de façon assez variable, bien sûr, en fonction, bah, de la fragilité de la personne et de la gravité des symptômes dont elle souffre et dans heureusement, un bon nombre de cas, on peut constater, un rétablissement de l'ordre de, enfin, un rétablissement, en tout cas, une amélioration des symptômes. Tout ne disparaît pas, il y a parfois, pardon, des petites séquelles qui, sont, encore, à traiter à partir environ d'une quinzaine de jours et donc vous pouvez voir, c'est à peu près à partir de ce moment-là que, les fameuses sérologies commencent à devenir positives et donc que vous développez, vos propres anticorps pour vous, débarrasser, de la maladie. Donc ces schémas sont assez généraux. Bien sûr, chaque personne a sa propre histoire et est particulière. Il peut y avoir des particularités. Tout ne se passe pas tout le temps, exactement sous cette forme-là, mais c'est quand même quelque chose qui est, que nous, on peut à peu près voir dans la majorité des patients que l'on voit en hospitalisation, y compris encore en ce moment. Je ne sais pas, Alain, si tu voulais rajouter quelque chose avant que je passe? Non, non, c'est bien. Il y a quelques questions là que j'ai vues, je répondrai plutôt à la fin, parce que tu vas aborder le sujet au fur et à mesure, donc je pense. Mais juste sur la première phase des premiers jours, en général, c'est une maladie bénigne finalement, Marie, hein, je crois, c'est ce que tu dis, tant qu'on n'est pas hospitalisé. Mmh. C'est vrai que si on commence à être hospitalisé, il y a là un petit peu plus d'inquiétude et on est passé au-delà du 7e jour en général. Et c'est plutôt une phase dite inflammatoire, c'est-à-dire c'est plus trop le virus, mais c'est plutôt la réponse immunitaire qui crée la maladie et potentiellement des choses un peu plus graves comme des atteintes pulmonaires graves qui nécessitent parfois des intubations. Mais l'immense majorité des gens, heureusement, lorsqu'ils font la Covid, c'est plutôt une forme bénigne, virale, et malheureusement, et on connaît quelques facteurs de risque, je crois que Marie va vous les montrer tout à l'heure. Plus on est âgé ou plus on a des maladies un peu chroniques, certaines en tout cas, on est plus à risque de faire des formes, inflammatoires en fait, secondaires. Alors, la deuxième question que je posais et qu'on me pose, souvent et que je pense est naturel de se poser en ce moment, c'est en fait, qu'est-ce que c'est, un vaccin ARNM? Donc, j'ai essayé par ces petits, schémas de, vous, présenter, un peu comment ça se passe pour ce vaccin. C'est les 2 vaccins qui sont concernés pour le moment, en France par cette technique sont, les vaccins, Pfizer-BioNTech et Moderna. Alors, au départ, vous avez là représenté sur le schéma, le virus du SARS-CoV-2. Donc c'est le virus qui est responsable de, la maladie, la COVID-19. Vous voyez ce virus, il est composé, en son centre de son matériel génétique, donc c'est un virus à ARN, qui vont coder pour ce virus et à sa surface de, protéines qu'on appelle dont celle qui nous intéresse, la protéine spike. Donc, qu'est-ce qu'on va faire au niveau, du laboratoire? En fait, on va aller prendre, un bout, de, ce, matériel génétique, donc que vous voyez représenté ici et particulièrement la partie qui va, servir à coder et à fabriquer cette protéine spike. Donc ce petit bout, là d'ARN va être mis dans des particules lipidiques et c'est ce qui va former le vaccin, le liquide et c'est ce liquide qu'on va injecter dans, le bras des personnes, vaccinées, donc dans les muscles. Donc une fois entré dans le corps de la personne, là ce petit bout d'ARN va être transporté jusqu'à une de nos cellules, donc rentrer dans une de nos cellules où elle va se mettre à fabriquer donc, c'est la seule chose qu'elle sait fabriquer, donc juste des morceaux de protéines spike. Comme vous pouvez voir là représenté, à aucun moment là c'est le noyau à nous, ça c'est notre cellule, donc c'est notre noyau de notre cellule où est notre ADN, où est notre matériel génétique à nous.
À aucun moment, en fait, l'ARN du virus ne va passer dans le noyau, ne va rentrer en contact avec notre ADN, ça ne va pas fusionner ensemble, ça va vraiment rester, à l'extérieur de notre noyau. Donc à aucun moment, ça va interagir avec, notre, propre, matériel génétique. Donc ça ne peut pas modifier Et des choses c'est bien de le en préciser parce que souvent on mélange, enfin on ne sait pas trop bien ce que ça veut dire ARN et ADN. Donc en fait, oui, on entend souvent, oui, je vais avoir un vaccin, ça va modifier mon ADN, je ne suis pas d'accord. Bon, là, c'est pas la question en fait, hein. Tout à fait. Donc, par ce schéma, vous voyez, en fait, c'est 2 choses différentes. L'ARN, c'est, quelque chose qui sert à coder des protéines. C'est pas tout à fait pareil que de l'ADN et à aucun moment, les 2 rentrent en contact. L'ARN, certes, va se servir de notre cellule pour fabriquer la protéine spike. Donc, vous voyez représentée ici, c'est la même là qui est à la surface, mais là, sauf qu'elle est toute seule et Mmh une fois mh. qu'elle aura terminé son travail, elle va disparaître. Il y en aura plus. D'accord. Donc après, cette petite protéine spike va elle continuer son chemin. Donc pareil, elle est toute seule, c'est juste un seul bout du virus qui, à lui seul, est inoffensif, ne peut pas donner donc c'est pas du tout le virus du SARS-CoV-2, c'est juste un bout du virus qui, va servir à quoi? Donc, voilà. Va rencontrer donc notre propre système immunitaire. Donc nos lymphocytes, nos anticorps qui vont reconnaître donc ce corps étranger et se mettre à fabriquer, des défenses spécifiques contre le Covid contre, le SARS-CoV-2 et donc contre la maladie à Covid-19. Pourquoi? Pour que si jamais un jour la personne vaccinée, rencontre, le virus, est infectée par le virus, son système immunitaire puisse immédiatement, réagir avant que toute forme grave puisse, arriver et s'installer. Donc ce qui est aussi important de comprendre, c'est que le vaccin, en tant que tel, n'empêche pas d'être, contaminé par, le SARS-CoV-2, donc n'empêche pas de faire la Covid-19, mais empêche de faire une maladie à Covid-19 grave. Vu que, notre système immunitaire va, tout de suite être, entre guillemets «sur le pied de guerre» pour arrêter l'infection avant que, d'éventuels symptômes, puissent, s'aggraver. Alors, si je peux me permettre, Laurent, Oui, juste pour faire un petit commentaire, ça te va? Donc bien les sûr. virus ARN, c'est à la fois nouveau et pas du tout nouveau. C'est nouveau parce que c'est vrai que c'est la première fois qu'on est Mmh. en phase de commercialisation. Par contre, c'est pas nouveau parce que ça fait des années qu'il y a de la recherche dedans, dans l'infectiologie, en particulier, par exemple, la conception d'un vaccin contre Ebola qui était sur des phases, cliniques, d'études assez avancées, mais plein d'autres maladies infectieuses, mais aussi en oncologie. C'est un peu l'avenir, si vous voulez. C'est orienter le système immunitaire vers une réponse qui va cibler quelque chose qu'on veut détruire. Donc là, c'est, la protéine spike et donc derrière le SARS-CoV-2. Et l'autre élément que Marie a dit, et c'est très important, c'est que l'ARN, c'est très fragile. Et donc, en fait, ils ont ajouté un petit morceau au bout de l'ARN pour le rendre un petit peu plus stable. Et cette nanoparticule de lipides autour aussi, pour pas que ça soit détruit tout de suite et que ça puisse atteindre et rentrer dans le cytoplasme des cellules. Mais sinon, en fait, ça dure que quelques jours, hein, l'ARN. En 5 jours, il n'y en a plus là. Et on a écrit énormément de protéines pour qu'il y ait une réponse immunitaire. Donc c'est une espèce de messager, cet ARN messager qui vient, donner, l'information pour fabriquer des anticorps, c'est ça? Donc en fait, ça va juste donner l'information qui nous intéresse. Voilà, c'est un messager, c'est la poste, quoi. J'avais pas pensé à cette, mais je l'aurais Bon, fait. mais moi j'aime bien faire des images, hein. Merci. Des fois, c'est plus simple. Bon, très bien. Alors et les autres? Donc, l'autre dont, je voulais vous parler, c'est, celui, qui vient là d'arriver il y a quelques jours, également, dans notre pays, qui vient d'être autorisé. Donc c'est le vaccin du laboratoire, AstraZeneca. C'est un vaccin qui Mmh. fonctionne, un peu différemment. C'est pas un vaccin ARNM, c'est, un vaccin à, vecteur vivant, non, non combinant. Heu, oui, c'était ça. Un peu Donc comme les vaccins classiques de la grippe et tout ça? un Non, peu pas plus exactement. exactement.
comme, Pardon? un peu comme les vaccins vivants, comme l'aurore. Je sais pas si enfin, c'est plus quelque chose qu'on connaît, que Oui, c'est les plus classiques, en fait. de rencontrer qu'il y a Alors, voilà, eu d'autres, c'est, applications. en fait, c'est à la fois classique. La rougeole, c'est le vaccin en lui-même c'est une rougeole Mmh, inactivée, mais qui est vivante, oui, enfin qui n'est pas oui, oui. inactivée. Là, c'est vraiment le vecteur est un virus dans lequel on a inséré l'ARN qui va exprimer ce contre quoi on voudrait que l'immunité se défende, donc la protéine spike. D'accord. Et donc, c'est du virus qui va rentrer dans les cellules, si je peux me permettre, Marie. Oui, oui. Mais sans se répliquer, pour la plupart de ces virus, c'est des virus qui n'ont pas la capacité, la plupart du temps, à se répliquer. Donc, c'est des non-réplicants. Il y en a certains qui peuvent se répliquer. Mais on utilise des virus qui ne sont pas pathogènes pour l'homme, qui Mmh, sont pas du tout, qui donnent pas de maladie chez l'homme. Et on va guérir hein, du vecteur. Il va être détruit aussi par notre système immunitaire. Voilà, donc comme on le voit, en fait, une grande partie, des, gènes viraux sont inactivés et donc ne produiront pas de maladie et on garde juste la partie qui nous intéresse et donc la partie qui nous intéresse, pour reprendre ton image, va voyager, grâce à cette enveloppe, donc virale qui après sera détruite et la réponse sera, enfin, c'est le même objectif, c'est-à-dire elle va, juste la partie qui va rester, activée va produire cette, également cette protéine S qui va ensuite être reconnue par notre système immunitaire pour, fabriquer, donc des anticorps, si jamais plus tard il y a, un contact avec le virus, pour qu'on puisse réagir tout de suite. d'accord. Ce serait comme, une «enveloppe» entre guillemets un peu différente, Mmh. pour reprendre la poste. Et donc, il existe, beaucoup d'autres, vaccins. Donc j'ai pas spécifiquement fait, une présentation, mais dont on peut discuter, maintenant si vous le souhaitez, qui sont soit encore, en cours, d'études ou, qui, ne sont pas encore, autorisés, Homologué? voilà, sur l'Union européenne et dans notre pays, qui, donc fonctionneront soit sous, le même mécanisme, soit, par, différentes, autres produits qui sont, encore, à l'essai. D'accord. Oui, donc Marie, tu le soulignes bien, il y a 2 vaccins ARN qui existent, qui Donc sont on les en rappelle, France, c'est Moderna et Pfizer-BioNTech, c'est ça? exactement. Et puis le nouveau qui vient d'être homologué, c'est A AstraZeneca, qui est d'une AstraZeneca, autre famille, en fait, comme l'expliquait Marie et voilà, que celui qu'on utilise beaucoup en Angleterre, là, je crois? oui, C'est ça, et donc c'est un vecteur viral, non répliquant. voilà. Donc de 2e, Voilà, et après, il y en a famille. un qui va peut-être arriver, qui s'appelle Novavax, mais qui est pas encore, il y a le vaccin russe aussi qui est commercialisé en Russie, qui est Fameux un vecteur viral Sputnik, exactement, qui est un vecteur viral non répliquant. d'accord? Et il y a un Novavax, c'est un vaccin, où là, c'est, en fait, on injecte carrément la protéine spike, et directement, en fait, on crée une réponse immunitaire. Donc, c'est pas d'une particule, en fait. Donc, pour l'instant, c'est plutôt cela. Mais en France, c'est 2 vaccins ARN et le vaccin viral non répliquant, AstraZeneca. Alors, Ah, bonne question. est-il dangereux de recevoir le vaccin contre la Covid-19 si je vis avec le VIH? Alors, on a choisi de répondre non, mais en mettant un mais. Donc voilà, on va vous expliquer pourquoi on a quand même mis ce mais. Alors non, pour les 2 vaccins ARNM, qui sont actuellement, disponibles en France, il n'y a pas, de, contre-indication à la vaccination quand, on vit avec le virus du VIH, quelle que soit, la charge virale ou le taux de CD4. Mais par contre, on a choisi de mettre un mais parce qu'on n'est pas encore certain de, l'efficacité, de ces vaccins en fonction du taux de CD4, notamment pour des personnes qui ont, des taux de CD4
faible pour savoir comment, le système immunitaire va y répondre. Est-ce qu'il va y répondre avec la même force quand on a 50, CD4 ou quand on en a 900? Et tout simplement, on ne peut pas y répondre parce qu'on n'a pas d'études concrètes qui ont été faites à ce jour ou publiées en tout cas pour nous dire: «Bah, oui, on a la certitude». Donc on sait que ça va marcher dans les 2 cas et que dans les 2 cas, ce ne sera pas dangereux. On ne peut pas dire maintenant, est-ce que, une personne se faisant vacciner avec, 50 CD4 ou avec 900 aura la même réponse? Et donc, bah, voilà, c'est juste, pour le moment, on ne sait pas. On sait que dans les 2 cas, c'est possible, mais est-ce que la réponse va durer, aussi longtemps? Est-ce qu'elle sera aussi efficace? Ça, il y a qu'avec, là, l'expérience, qu'on va le découvrir. Bon, on sait quand même qu'il y a quand même dans les études des personnes vivant avec le VIH qui ont été, inclus et donc on n'a pas eu, forcément bon après on n'avait peut-être pas le panel suffisant entre les personnes qui ont une bonne immunité, on va dire, et ceux qui ont une moins bonne immunité, de savoir, quels étaient les effets. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas eu de retour, spécialement négatif sur ça, donc c'est plutôt rassurant. Voilà. Non, non, c'est rassurant. Ce que nous, on attend, en tant que scientifiques, bien sûr, c'est d'avoir, une étude avec, beaucoup de personnes vivant avec le VIH et des résultats dans le temps pour voir, être certain que l'efficacité, est tout aussi, importante, quel que soit, son, seuil immunitaire et qu'elle va durer, le même temps, pour pouvoir juste répondre à la question. Pour le moment, on n'aime pas dire des choses quand on n'a pas des données, Bah, scientifiques. non, de toute façon, on avance avec, cette pandémie, au fur et à mesure, donc on apprend des choses au fur et à mesure, évidemment. Voilà. Si Bon. je puis compléter, il n'y a aucune raison d'avoir peur des vaccins ARN, puisque c'est de l'ARN, Mmh. c'est pas un vecteur viral. Et il y a une telle réponse immunitaire, une stimulation que probablement elle va être bonne, mais on attend en effet des études où ils vont doser les anticorps chez les personnes immunodéprimées et VIH. Donc on ne les a pas, ces études encore, mais Mmh on mh. sait qu'il y a eu des patients inclus, donc on verra dans ce groupe-là. Et pour les vecteurs virales, dans beaucoup d'études, par exemple l'étude russe, ils ont exclu les personnes vivant avec le VIH des études, ils le disent D'accord. noir sur blanc. Par contre, en Afrique du Sud, il y a un certain pourcentage de la Mmh. population qui était infectée, enfin, qui vivait avec le VIH et donc pour lequel on aura aussi des études de tolérance et d'efficacité indirecte sur le taux d'anticorps, à comparer avec les populations non VIH, voir si ce taux est le même. Donc voilà, donc il y a une alors c'est pas contre-indiqué a priori, hein, Mmh mais mh. il y a Autant que voilà, il y a c'est plus non précaution. voilà, que non indiqué parce que, voilà, par manque surtout, de données, notamment là pour, je pense que vous l'avez entendu pour le AstraZeneca qui est disponible chez nous. Il ne sera pas proposé aux personnes de, plus de 65 ans et aux personnes immunodéprimées. Non pas parce que, il y a eu des alertes pour dire qu'il y avait quelque chose de dangereux ou que ça s'était mal passé, mais tout simplement parce que ça a pas été, proposé à ces personnes-là. Donc, comme on ne sait pas, on a préféré, mettre Ah, des c'est pas parce que c'est moins efficace, hein, visiblement? Alors chez les plus de 65 ans, il y avait pas énormément de sujets, mais c'est probablement un peu moins efficace, d'où, Oui, la réserve en France de l'utiliser chez les moins de 65 ans. j'ai vu, là, il y a une Ouais, ouais. information qui est passée hier sur, l'Afrique du Sud en disant qu'ils allaient, arrêter la vaccination avec, AstraZeneca parce qu'avec leur virus, sud-africain, Oui. Alors il là, y c'est avait le des pas de réponse vraiment, bon là ça on là, va c'est les variants donc c'est un peu différent. voilà, c'est pas un problème de l'âge, là, c'est un problème du virus qui circule en ce moment majoritairement Plus en virulent. Afrique du Mmh. Sud. voilà. Alors il est pas plus virulent, enfin peut-être un peu, mais il est surtout plus contagieux. Plus contagieux, Heu oui. Donc c'est pour ça qu'ils gagnent, en fait. C'est un peu comme, D'accord. un échappement thérapeutique, hein, dans le VIH. Il est plus, amène à se répliquer que les autres parce qu'il a une mutation qui lui permet de le faire. Mmh mh. Et a priori, à cause de cette mutation ou de ces mutations, il est un peu moins sensible aux anticorps qui
qui sont synthétisés sur les vaccins qui existent, mais qui sont faits à partir de la protéine de l'ancienne souche qui circulait avant. Vous D'accord. voyez? Donc voilà. Donc AstraZeneca, juste par rapport à ce que disait Marie, c'est qu'y compris dans les pays où ça a été testé au moment où il y avait peu de souches résistantes, comme actuellement en Afrique du Sud, ça marchait quand même. Enfin, il n'y avait pas assez de données chez les plus de 65 ans, donc Mmh. et potentiellement une efficacité moindre. C'est pour ça qu'en France, ils ont décidé, et en Allemagne aussi, hein, dans d'autres pays d'Europe, ils ont décidé de le réserver aux moins de 65 ans. Bon, je pense qu'il y aura de toute façon des questions là-dessus, j'en vois déjà arriver. Peut-être on continue sur les diapos, Marie? Alors, existe-t-il des contre-indications au vaccin à RNM? Alors oui, il en existe. Les contre-indications qui sont actuellement retenues, alors la première, c'est pour toute personne ayant fait une réaction allergique à la première dose, parce que c'est un vaccin qui se fait en 2 doses, donc une première puis un rappel quelques semaines après. On a contre-indiqué bien sûr la réalisation de la deuxième dose si la réaction allergique type anaphylactique était grave à la première injection. Bon, c'est plutôt rare ça, de toute façon, Oui, oui, bien sûr, c'est pour, hein, ça va peut-être le dire parce que voilà, c'est pour ça. sinon on va tous avoir des allergies, on va avoir peur là. Non, non, c'est pour ça, je vais préciser. Et D'accord. la deuxième contre-indication, c'est donc d'être allergique à un des constituants et Mmh. con ça ne contre-indique pas en tant que tel la vaccination, c'est juste que ça va demander un peu une barrière de contrôle supplémentaire. C'est pour ça que Mmh. j'ai mis l'évaluation allergologique qui là, à ce moment-là, c'est-à-dire que la personne, on va peut-être un petit peu plus discuter avec elle et caractériser sa situation pour dire: «Oui, non, dans quelles conditions on réalise la vaccination?» sachant que dans la plupart des cas, avec nos confrères allergologues, la vaccination a quand même lieu et elle a lieu juste dans des conditions plus particulières où le patient est surveillé un peu plus longtemps pour s'assurer que tout va bien et comme on dit, dans la majorité des cas, ça se passe bien et c'est bien pour ça que je précise que c'est pas parce que, un jour, vous avez eu, une réaction allergique à un médicament ou un effet secondaire que vous en aurez forcément si vous êtes vacciné, à un vaccin à RNM. Ça veut pas, la plupart du temps, ça se passe bien. Nous, on n'a constaté aucune réaction, grave et chez les personnes avec des terrains allergiques, particuliers, il aurait toujours demandé de le signaler. Il y a tout un questionnaire qui est fait, au moment Oui. de la vaccination pour les repérer, pour bien sûr que, la personne soit le maximum en sécurité possible et qu'on puisse, l'accompagner pour que, tout se passe bien. C'est un peu mettre, vraiment, ceinture, bretelles, parachute, heu Mmh. que tout se passe bien. C'est pas une contre-indication nette, Non, on va surtout être plus vigilant sur les personnes qui sont, particulièrement allergiques ou qui pourraient faire une réaction à la première injection, en fait, c'est ça? voilà, c'est ça. Voilà, d'accord. En fait et Ce même qui est au-delà, logique. c'est souvent discuter qu'est-ce qui s'est passé. C'est pas la même chose si, on commence à se gratter, quand on mange des fraises ou, si on a Oui. fait une œdème de pointe en prenant tel ou tel, médicament. Donc c'est simplement pour expliquer que, on a entendu beaucoup, de questions par rapport, enfin en tout cas moi c'est des questions que j'ai eues à ma consultation sur, les allergies, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois y aller? Pas y aller? Et donc de toute façon, pour rassurer déjà sur ce point-là, en disant qu'il y a une consultation médicale qui est réalisée avant chaque vaccination et ces, questions d'allergie sont abordées et tout est décortiqué et au moindre doute, il y a même des consultations donc je m'étais avec spécialisées avec des allergologues qui vont faire le nécessaire, qui vont faire le point pour D'accord. que si la vaccination est validée, ce soit fait, en tout état de cause et pour que la personne soit, pleinement en sécurité. Sécurité. Bien. J'ai entendu une belle image à la radio, il me semblait, c'est qu'on avait plus de chances de faire une allergie en mangeant des cacahuètes enfant, ouais, donc allergie aux cacahuètes, que de faire une allergie au vaccin ARN. Oui, c'est Les plutôt chiffres rassurant. sont là. Et Mmh. on a une surveillance publiée toutes les semaines, hein, qui permet vraiment d'évaluer la Mmh. tolérance et les effets. D'accord. Dans Moins joli, j'avais aussi entendu qu'on avait, malheureusement plus de risques de se faire renverser en allant à la vaccination qu'en faire une allergie à la vaccination. L'image est moins jolie. C'est pour, voilà, vraiment qualifier que, Oui, ça met une échelle, oui.
de vraiment risque. là, ces 2 éléments qui sont, présents sur la diapositive, il y a pas d'autres contre-indications. C'était surtout, en fait, sur ça D'accord, que je voulais, insister. Si on vous dit, il y a pas de contre-indication, à la vaccination, alors oui, il y en a, mais il n'y a que ce que, là, j'ai indiqué. signifié. Il n'y a pas d'autres choses. Donc bien sûr, comme j'ai dit aussi au moment de la consultation, le médecin ne revient pas que sur vos allergies. Il va vous poser, plein de questions sur, vos antécédents et vous pourrez lui-même, surtout, lui poser toutes les questions que vous avez, si vous en reste après la soirée, pour, pouvoir, y aller le plus, sereinement et rassuré, possible. Ouais, c'est l'objet de ce Voilà, webinaire. faut pas avoir peur de poser ces questions et de les, On a déjà beaucoup de questions qui arrivent, hein? alors, question On suivante. continue? Allez, donc y a-t-il une interaction entre le vaccin, entre donc maintenant les vaccins, parce que c'est vrai que quand, j'avais préparé la semaine dernière, ce topo, je pensais essentiellement au vaccin RNM parce que, j'avais pas encore, AstraZeneca officiellement arrivé, sur le territoire et les médicaments, donc que l'on prend quand on vit avec le VIH. Donc la réponse est non aussi. Les médicaments, les antirétroviraux n'affectent pas l'efficacité, des vaccins contre, la COVID-19. Donc Il ça y a va pas pas d'interaction, en fait, hein? voilà, il y a pas d'interaction, ça va pas rendre le vaccin moins efficace et en Mmh. retour, le vaccin ne va pas rendre, les médicaments antirétroviraux eux-mêmes moins efficaces. Les 2 vont, royalement s'ignorer si je puis dire. Mmh, C'est-à-dire que, mmh mh. vous pouvez prendre vos médicaments, comme d'habitude, faire le vaccin, il y aura pas l'un ne jouera pas sur l'autre. Donc c'était on a commencé à l'aborder, tout à l'heure, le développement des vaccins a été rapide. Trop rapide. Alors du coup, moi, j'ai choisi de répondre oui et non à cette question et donc Alain en a déjà donné quelques indications tout à l'heure. Alors oui, ça a été vite. Ça a été vite parce que, les démarches, administratives ont été facilitées. Je précise bien facilitées et pas bâclées. Quand, un nouveau médicament ou un traitement arrive, sur le marché ou doit avoir les autorisations de mise sur le marché, il y a toujours tout un tas de commissions, de procédures administratives qui sont mises en place, de personnes qui contrôlent, qui vérifient que tout est bien fait dans les règles et ça, souvent, ça prend du temps. Ça prend du temps, c'est plein d'étapes à passer, c'est plein de commissions. On arrive avec son projet, on doit faire la queue, derrière ceux qui sont devant nous et on ne passe pas forcément à la suivante. Là, forcément, comme il y avait urgence parce qu'il y avait pandémie, bah, ils sont à chaque fois les projets à vaccin sont un peu passés devant tout le monde et ont été examinés, en priorité avec la même rigueur que d'habitude, mais disons c'est quand ils ont eu un coup de fil, si on peut dire. Autre, donnée qui a joué dans, la rapidité, de développement des vaccins, c'est, bah, que justement on était en période de pandémie. Donc, on ne manquait pas de sujets et pour les études cliniques et il a été très facile et très rapide d'inclure, de nouveaux, patients volontaires dans les protocoles. Là où parfois il faut des années pour arriver, à l'effectif qu'on s'était fixé, de dire: «Bon, bah, pour valider mon médicament, il faut qu'il y ait au moins 500 personnes qui l'aient testé dans mon protocole clinique». Parfois, le recrutement peut être long, s'étaler sur, des mois et des années, donc forcément le protocole avance moins vite. Là, dans le contexte, les essais ont été, remplis de volontaires extrêmement rapidement et ça aussi, ça a facilité à accélérer le processus. Et un dernier aspect que j'ai mis qui joue aussi dans, le développement rapide, c'était notamment pour les vaccins, ARNM qui sont un peu plus faciles à produire et à fabriquer que, les vaccins, à vecteur viral, non réplicants, car, ils ne nécessitent pas justement au niveau du laboratoire, toute une préparation, du virus, qu'on va modifier, pour, le faire exprimer que ce qu'on veut. C'est directement on met la lettre, comme le disait, Laurent tout à l'heure, qu'on veut écrire dans l'enveloppe et on l'envoie. On n'a pas besoin de faire, tout un pliage un peu plus compliqué au niveau du laboratoire qui donc «ralentit» entre guillemets la Mmh production. mh. Donc pour ces aspects-là, oui, en effet, on a été vite, mais pas trop vite parce que, D'accord. on n'est pas parti de zéro. C'est pour ça que je mets le nom et c'est exactement ce que disait Alain tout à l'heure. En fait, ça a été présenté comme une technologie nouvelle parce que c'est la première fois que,
elle est autorisée et utilisée, mais en fait, c'est les Ça fait vaccins, longtemps qu'on travaille là-dessus, ouais, en fait. voilà, ça fait presque plus de 20 ans. Mmh mh. Les chercheurs travaillent là-dessus, c'est pas quelqu'un qui s'est réveillé il y a 1 an en disant: «Bah, tiens, je fais ça», et puis du jour au lendemain, hop, a tout créé. Ça non, il y a beaucoup, beaucoup de travail derrière, des années de recherche, et c'est là où, cette année, ils ont dit: «Bah, on va voir si ça marche. On va essayer de l'appliquer, à notre problème urgent maintenant», et donc bah, par chance ça a marché. Mais parce qu'il y avait déjà, si vous voulez, la base de travail. On n'est pas parti de zéro. Oui, on n'est pas parti de zéro. Travaux déjà sur les anciens, SARS et MERS qui avaient émergé, dans le monde, dans les années 2000, et aussi, bah, il faut le dire, c'est qu'il y a eu une véritable course au vaccin. Donc tout le monde s'est Bien mobilisé. sûr. Il y a eu énormément de moyens, développés. Il y a eu beaucoup d'équipes de recherche qui se sont, mobilisées pour, produire le vaccin, et donc bah, tout ça, c'est forcément des éléments facilitants qui font que, bah, ça a avancé vite, mais pas trop vite. D'accord. Alain, si à un moment tu veux compléter, hésite pas, hein. Sinon je Je continue. commence à répondre aux questions par écrit, Oui, j'ai vu. voilà, parce que j'en ai beaucoup. Comme ça, on va gagner Mais du temps. Oui, c'est vrai que moi j'ai non, la et donc voilà, c'est très bien dit par Marie. Je ne sais pas si c'est la peine que je reprenne. C'est juste qu'il y avait la cible aussi était connue parce il y a des virus cousins, du SARS-CoV-2, donc SARS-CoV-1 et MERS, et on savait que c'était cette protéine-là qu'il fallait cibler parce qu'il y avait de la recherche vaccinale. On sait aussi dans les modèles animaux que c'était des anticorps contre cette protéine S qu'il fallait chercher parce que lorsqu'on arrivait à faire des anticorps avec des vaccins essayés chez l'animal, on voyait bien qu'on les exposait à la maladie, ça marchait. Donc très très vite, c'est allé. Et aussi, il y avait une évaluation en continu des agences, évaluateurs des dossiers pour la commercialisation, dès toutes les phases cliniques qui font que c'est allé très très vite en termes d'évaluation en continu en fait. En général, on attend la fin des études pour valider ou pas une autorisation. Là, ça a été fait, comme ils disent, en roulement, c'est-à-dire en permanence. alors, qui sera vacciné en priorité? C'est une question aussi qui revient souvent, enfin qu'on me pose souvent en Et on consultation. l'a déjà dans les questions, hein. Mmh. D'accord, bon bah parfait. Et donc quand est-ce que ce sera mon tour? C'est ça. Alors je vais tenter un peu, d'y répondre. La stratégie, vaccinale qui est décidée, en France par la HAS, c'est de vacciner par, ordre de, priorité, des personnes Fragilité? plus à risque de faire une forme grave. En fait, pour vacciner les personnes qui risquent malheureusement, avec un surrisque, de décéder de la maladie, pour les protéger en premier et justement éviter ces hospitalisations et pouvoir, protéger et sauver ces personnes. Donc en premier, je vous ai rappelé, quels sont les facteurs de risque généraux, de développer une complication ou une forme grave de la maladie à Covid-19. Donc en premier, devant tous, il y a l'âge qui arrive. Plus on avance dans l'âge, plus on est âgé, notamment pour les personnes de plus de 65 ans, plus, le risque chaque année, augmente de développer une forme grave de la maladie. Après, là et dernièrement, il y a eu, de séparer les personnes à très haut risque et les personnes à haut risque. Actuellement, sont concernées par la vaccination, est-ce qu'on entend? Donc les personnes à très haut risque, et donc qui sont-elles? Ces personnes-là sont définies par les personnes actuellement, diagnostiquées d'un cancer et en cours de chimiothérapie, donc recevant, en ce moment, des traitements de chimiothérapie, les personnes atteintes de maladies rénales sévères, dont les personnes dialysées, les personnes transplantées, d'organes solides et transplantées, au niveau, hémato. Les personnes atteintes de maladies rares, donc bon, maladies rares, il y a toute une liste détaillée, mais ça va être, des maladies, auto-immunes, très, particulières, des maladies, à dégénérescence, neurologique, aussi, extrêmement particulières, des maladies génétiques, dont ensuite on a très spécifiquement, mentionné, les personnes, atteintes de trisomie 21, et après les personnes, atteintes de maladies chroniques,
dont 2 défaillances d'organes. Donc ça, je vous ai mis exactement les textes bruts et donc après, il faut décortiquer tout ça. C'est-à-dire que, une personne souffrant à la fois, d'insuffisance cardiaque et d'insuffisance rénale va passer, dans, la catégorie très haut risque et devra être vaccinée en priorité, en comparaison d'une personne peut-être, atteinte, on va uniquement d'insuffisance cardiaque. Oui, Sachant bien sûr. que chaque situation est bien sûr très Le particulière. cumul de pathologies fait qu'on a 2 fois plus Voilà, en fait, c'est de un peu fragilité par rapport à des formes la sévères. possibilité fait qu'on va malheureusement passer dans une catégorie plus à risque et donc devoir, aller se faire vacciner plus tôt. Mmh mh. Et ensuite les personnes à haut risque, donc qui seront, je vais vous détailler après, normalement les vagues d'appels de vaccination, qui sont caractérisées par les personnes diabétiques, les Mmh. personnes souffrant d'obésité, les personnes avec, atteinte de maladies respiratoires chroniques ou de maladies cardiovasculaires chroniques, donc comme, l'hypertension artérielle, par exemple. Certaines maladies neurologiques, donc comme par exemple, la sclérose en plaques et l'immunodépression. Donc, dans l'immunodépression, y rentraient les personnes traitées par, traitement, immunosuppresseur ou avec, des maladies, congénitales, immunitaires, Mmh. et donc on en vient par la transition spécifiquement à donc là, ce qui nous intéresse ce soir, les facteurs de risque spécifiquement liés aux personnes vivant avec le VIH qui sont pour le moment, apparus comme étant, des facteurs de risque, de développer, une maladie à Covid-19 grave. Donc il y a les personnes ayant un taux, de CD4 inférieur à 50 par millimètre cube, qui sont donc malheureusement plus à risque de développer une forme grave de la maladie et qui donc vont rentrer dans une catégorie à haut risque pour, être, prioritaires pour la vaccination. Les personnes atteintes d'une maladie grave liée au VIH au cours des 6 derniers mois, donc ce sont tous ce qu'on appelle nous, quand, on en parle en dermatologue, les maladies opportunistes. Les Hop, j'ai perdu ma flèche. Les personnes avec un taux de CD4, donc entre 50 et 200, donc c'est-à-dire, qui, Une immunité assez faible, oui. voilà, une immunité assez faible avec en plus de ça une charge virale détectable et Oui, un nadir CD4 bas. Le nadir, CD4, c'est, votre taux le plus bas de CD4. C'est à combien au plus bas dans votre, histoire biologique il vous est arrivé, de tomber au niveau du taux des CD4. Quand j'explique en consultation, pour moi, ça va surtout concerner les patients qui sont soit en début de traitement et qui, n'ont pas encore leur charge virale qui est, indétectable, soit, les personnes qui sont en rupture thérapeutique ou en échec thérapeutique et qui ont des mmh, charges virales détectables et qui, par conséquent, ont leur taux de CD4 qui s'est, réellement, dégradé. et qui est tombé. Donc, Mmh, ça va être, les patients que déjà d'emblée, nous, on avait un œil un peu plus, averti, dans leur surveillance, qu'on surveillait un peu plus, avec un peu plus de rigueur ou, quand, bah, c'est parfois votre infectiologue vous donnez un traitement antibiotique prophylactique pour vous protéger d'infections opportunistes. En fait, c'est un petit peu, le même état de gravité pour le VIH qui est bien sûr donc grave pour on devient fragile un peu à toutes les autres, maladies quand, justement bien notre sûr. immunité, diminue. Après, en dehors de ces critères-là, sous réserve d'avoir, bien sûr un recul d'1 an et actuellement sur ce qu'on connaît, nous, on n'a pas reçu d'alerte particulière, aussi bien au niveau national qu'international, pour nous dire que, les personnes vivant avec le VIH étaient plus à risque ou avaient fait plus de, formes graves. Là, sur la file active de, personnes qu'on suit à Montpellier, oui, il y a certains de nos patients qui ont été infectés, par, le SARS-CoV-2, mais pour qui, comme je le décrivais dans la première diapositive, ça s'est relativement bien passé avec quelques jours de fièvre. On n'a pas eu de cas,
graves de nos patients arrivant en réanimation quand ils n'avaient que pour, on va dire, seul antécédent, le fait de vivre avec le VIH avec, des CD4 supérieurs à 200 et une charge virale contrôlée parce qu'un traitement, bien mis en place et bien suivi. Oui, donc on n'est pas plus sensible quand on a au-dessus de 200 CD4 plus de risques dans la population générale, en fait. Voilà, c'est ce que D'accord, nous, on a constaté jusqu'à présent. Après, d'accord. il faut faire attention Après, on parce verra ce qui se passera, qu'on peut vivre avec le VIH, mais on peut aussi être diabétique, on tout peut à fait. aussi être en surpoids, on peut aussi avoir une insuffisance rénale et donc il faut aussi faire attention et bien plus attention en fait à tous ces autres Cumul de pathologies, ouais, en fait. voilà Mmh et mh. là en fait je me rends Voilà, compte c'est que j'ai très des important ce que dit Marie. C'est-à-dire c'est plutôt les comorbidités qui vont faire Oui. que les personnes qu'on suit en consultation vont être prioritaires sur la vaccination et surtout l'âge aussi. Et si vous voulez, les associations, sont très fortes avec l'âge, c'est-à-dire ça la proportion de formes graves est beaucoup, beaucoup plus importante. Vraiment l'âge, c'est le facteur qui l'emporte et puis les comorbidités à très haut risque aussi. Et le reste à haut risque, voilà, c'est un facteur, ça augmente un peu. Et c'est vrai que les signaux chez les personnes vivant avec le VIH par rapport à la population générale sont plutôt rassurants, si ce n'est dans certaines études où on retrouve inférieur à 200 CD4. Mais même chez cette population, ce n'est pas une proportion majeure, ce n'est pas un facteur de risque énorme comme l'âge, par exemple, ou Mmh les mh. comorbidités qui fait vraiment pencher la balance. Mais c'est un facteur de risque aussi. Et probablement, lorsqu'on vaccine ces personnes, il faudra prendre en considération le taux de CD4 dans l'ordre si on n'a pas d'autres comorbidités qui justifient en fait d'arriver avant. Donc c'est vraiment plutôt, moi par exemple, j'ai un patient que j'ai fait vacciner parce qu'il avait un surpoids, de l'apnée du sommeil, du diabète déséquilibré, avec un début d'atteinte rénale. Bon, il ne fait pas très bien son traitement antidiabétique. Et donc le cumul de ces facteurs, et il était jeune, hein, le cumul de, enfin 50 ans, mais le cumul de ces facteurs fait qu'il a été envoyé comme Mmh. un patient à haut risque en fait. donc on en vient, à et quand, je vais me faire vacciner. Alors bien sûr, là, c'est je pense que vous l'avez constaté, vous le voyez tous les jours, dans les médias, c'est que, ça va vite, que ça évolue, que tous les jours il y a de nouvelles données. Donc ça, c'était le plan de l'AHS avec un peu des grandes fourchettes. Il faut faire attention, ça peut, en effet être accéléré en fonction de certains détails que je n'ai pas aujourd'hui parce que je ne sais pas de quoi, demain sera fait. Si enfin, on le voit, il y a des nouveaux variants qui sortent tous les jours. Il y a en fait, c'est un peu, si vous voulez, le Covid, c'est s'adapter tous les jours à la situation et ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera peut-être plus, hem, avec en fait, ce qui est décidé aujourd'hui comme stratégie ne sera peut-être plus la bonne demain. Parce Oui, qu'il ça, c'était la feuille de route, pour le moment et après, elle sera peut-être adaptée suivant l'évolution des choses et de la vaccination. si pour diverses raisons, si on se rend compte qu'il faut accélérer, que, peut-être on a plus de choses qui sont mises à disposition plus vite qu'on le pensait, comme on l'a vu au début où en fait la phase des personnes, la phase 2 ne devait arriver que peut-être début février, puis elle a été avancée à mi-janvier parce qu'on a été en capacité d'accélérer ou des choses qui des facteurs, comme on disait, si on est mobilisé, ailleurs, est-ce qu'il va y avoir un petit retard sur, tel ou tel, agenda? En fait, c'était surtout pour vous montrer dans quel ordre les phases sont activées. C'est que d'abord, ils ont priorisé, donc sur, le même argument des facteurs de risque que je vous montrais dans la diapositive d'avant, de dire: «Bah, en premier, on va commencer par, bah, les personnes âgées» parce que, l'âge, Mmh. comme on l'a dit, Les est un EHPAD. facteur, extrêmement aggravant et les personnes notamment vivant en institution parce que, bah, dit vivre en institution, dit même malgré toutes les mesures barrières qui sont mises en place, bah, forcément plus de promiscuité et potentiellement plus de transmission entre les résidents et donc nous, on voit bien plus de décès dans ces populations. Les personnels médicales également, d'un certain âge, à de plus de 65 ans pour également les protéger, dans le cours de leur exercice
pas qu'ils soient eux-mêmes contaminés par éventuellement tous les patients qu'ils puissent voir et après le retransmettre à d'autres patients et ainsi de suite. La deuxième phase était donc concernée, comme je disais, donc les personnes à très haut risque et les personnes de plus de 75 ans. C'est ce qui est en cours en ce moment. Donc, on en est là, de dire Mhm. qu'on vaccine vraiment les plus vulnérables de la population, les personnes les plus fragiles pour lesquelles, s'il y a un Covid, c'est pour elles que ça se passera le plus mal. Donc, on commence par vraiment les personnes pour lesquelles il y a vraiment un risque que ça ne se passe pas bien, pour les protéger en priorité le plus rapidement possible. Dans la deuxième phase, sera concerné ensuite, donc ils vont élargir l'âge, ils vont passer aux personnes de plus de 65 ans. Là, on était aux personnes de plus de 75 ans, avec des comorbidités. Mhm. Et ensuite, comme ça, progressivement, on descend aux plus de 50 ans, à moins de 50 ans avec des comorbidités, et ainsi de suite, pour arriver en théorie, donc tout en bas, c'est-à-dire aux personnes les plus jeunes, n'ayant pas de comorbidité, n'ayant pas d'antécédents, qui a priori sont les personnes les moins à risque de développer une maladie à Covid-19 grave. Donc c'est comme ça qu'on descend. Et donc quand j'explique, il faudra voir, là pour le moment, nous on suppose que nos patients vivant avec le VIH, outre, on va dire, de moins de 50 ans et qui n'ont pas d'autres comorbidités, sinon ils vont potentiellement, vous allez être appelés, si vous avez plus de 65 ans, sur votre critère d'âge, à vous faire vacciner en priorité plus tôt, apparaître dans cette troisième Phase 3. et où, du coup, et où est-ce qu'on va se faire vacciner? C'est aussi ce qu'on me demandait, comment ça va se passer? Donc, ça va dépendre déjà du vaccin. Comme, vous avez pu, l'entendre, probablement aussi dans les médias, une des particularités des vaccins ARNM, c'est qu'ils doivent être, conservés dans des conditions, particulières, c'est-à-dire dans des frigos, capables de conserver à -80 degrés. Donc, c'est pas des frigos qu'on trouve n'importe où. Ils doivent être, donc, ils sont généralement dans des centres et donc pour les, personnes allant être vaccinées, de ces vaccins-là, il faudra aller dans des centres de vaccination particuliers où les doses sont chaque jour, en fonction du nombre de personnes appelées à être vaccinées, des rendez-vous déconditionnés, préparés, les flacons séparés en petites seringues et ensuite, comme ça, administrés aux personnes se présentant à la vaccination. Donc là, je vous ai mis une copie d'écran du site santé.fr que vous pouvez tous essayer et où en fait vous pouvez voir en fonction du lieu où vous habitez tous les lieux de. Alors c'est un peu plus là, c'est pour les dépistages, mais juste en dessous, on vous rappelle déjà quels sont les critères actuellement de vaccination. Et ensuite, où vous rentrez la ville où vous vivez, où vous. Pour savoir au plus près où se faire vacciner, en fait. Voilà, c'est ça. Et on va vous donner toute la liste des centres proposant la vaccination et la façon dont les contacter. Est-ce que vous pouvez prendre rendez-vous directement via Oui, Doctolib? oui. Vous pouvez les appeler? Est-ce que vous pouvez envoyer des mails? Alors bien sûr, la question à laquelle je m'attends, c'est que pour le moment, il n'y a personne qui répond, j'ai pas de mail, il n'y a pas de rendez-vous. Alors oui, en effet, pour les vaccins ARNM, actuellement, il y a un système de liste d'attente qui a été mis en place parce que, comme vous l'avez compris, chaque centre est dépendant des doses qu'il reçoit chaque Il jour. n'y a pas cette dose qui arrive, en fait. En fait, c'est surtout qu'il y a un nombre de doses particulières qui peut être administré tous les jours parce on ne peut pas tout décongeler d'un coup parce que sinon, il On faut risque de assez perdre des doses. pour faire vacciner les gens et que chaque flacon décongelé soit bien reconditionné en 6 petites seringues et que chaque seringue soit administrée pour que surtout il n'y ait Oui, pas oui. d'effet. Donc en fait, chaque jour, il y a un nombre fixe qui ne peut pas être agrandi parce qu'il faut il faut des temps de préparation avant pour conditionner le vaccin. Dire bah, aujourd'hui, on en aura 200, on n'en aura pas 201. Donc, une fois que les 200 créneaux sont réservés, bah, il faut passer au jour suivant. Et donc, forcément, bah, ça s'est rempli extrêmement rapidement. Et là, moi, ce que je recommande donc aux personnes qui répondent aux critères actuellement, c'est déjà de se positionner sur les listes d'attente. Parce que bah, nous, quand on est au centre de vaccination et qu'on voit, on vérifie bien sûr à chaque fois que la personne qu'on vaccine
et fait bien partie des personnes prioritaires, et si ce n'est pas le cas, cette personne n'est donc pas vaccinée. On lui dit: «Bah non, c'était trop tôt, c'est pas encore votre tour, vous ne faites pas partie des personnes à vacciner en priorité actuellement, donc une dose se libère», et donc on a comme ça des listes d'attente où on essaye de faire remonter, un petit peu, des patients, et surtout s'il y a des livraisons, imprévues dans quelques semaines en disant: «Bah, finalement, on en aura, plus qu'on ne le pensait», et bah, on peut comme ça rouvrir des plages, rouvrir des jours en disant, ou même allonger en disant: «Bah, oui, c'est bon, venez, faire vacciner». Ce sera un peu différent pour, les vaccins, comme celui de AstraZeneca, parce qu'ils n'ont pas des conditions de conservation aussi, strictes. Ça va être conservé dans des frigos, on va dire plus classiques d'officine, et donc probablement que, la vaccination pourra être dispensée et sera dispensée par les pharmaciens, et à ce moment-là, quand ce sera, le moment venu et quand vous serez, concernés, vous serez invités comme quand, pour la vaccination, antigrippale, vous avez, la petite feuille, vous allez voir votre pharmacien, à vous présenter pour recevoir la vaccination. Alors, question suivante. Le fait d'avoir le vaccin signifie-t-il que je n'ai pas à suivre les règles de distanciation sociale? Alors, la réponse est non. Le fait d'être vacciné ne veut pas dire que ça y est, entre guillemets, on est invincible, c'est fini, je jette mon masque et je vais faire la fête tous les soirs. On aimerait bien, mais malheureusement, il faudra continuer même après être vacciné, à malheureusement, continuer d'appliquer, ces mesures barrières, parce que déjà, comme vous l'avez vu, il va y avoir des phases. Tout le monde n'est pas vacciné, en même temps. Bien sûr, on commence par les plus fragiles, mais il va falloir un certain temps pour, obtenir ce qu'on appelle, l'immunité vaccinale, l'immunité commune, le fait que il y a tellement de personnes vaccinées, autour de nous et dans notre pays que, finalement la transmission du virus va diminuer, et c'est surtout que, il nous manque une donnée, nous, au niveau scientifique, qui est assez importante, et pour l'instant, on ne connaît pas exactement quel impact le vaccin a sur la transmission du virus. Comme je vous l'ai montré sur, le premier schéma, en fait, le vaccin a pour objectif premier de vous empêcher de faire une forme grave de la maladie, de vous conduire, en hospitalisation, voire en réanimation. Si vous avez des critères de risque, malheureusement, pour faire des complications. Hem, Ça ne nous dit pas si pendant là les quelques jours où vous allez, vous en débarrasser parce que votre immunité sera plus réactive, vous ne serez pas quand même un peu contagieux. Mmh. Ça, c'est une donnée qu'on n'a pas. Donc pour le moment, on ne peut pas dire: «Bah, c'est les masques, c'est fini». Parce Oui, que et puis de toute c'est pas façon, comme tu exactement. disais Marie, tout le monde ne sera pas vacciné en même temps, donc on va pas commencer, certaines personnes ne vont pas commencer à enlever les masques alors que tout le monde les met dans la rue, donc ça sera un peu la Voilà, pagaille. On va pas Et s'identifier, moi vacciné, pas vacciné. oui, ça va pas se passer comme ça. alors, Ah. si je peux préciser, Marie, je peux? Bien sûr, bien sûr. Oui? Heu, donc comme l'a dit Marie, c'est hyper important. Au début, on ne savait pas si ces vaccins allaient être cliniquement efficaces, de façon suffisante. Donc le critère pour la commercialisation, c'était, l'efficacité pour, prévenir les formes chez la personne vaccinée, les formes graves ou, symptomatiques, et donc on est sur une efficacité élevée. Les vaccins ARN, on est à plus de 90. Mmh. AstraZeneca, un petit peu moins. Mais AstraZeneca et comme les autres protège très bien contre les formes graves, donc on est à 100. Alors a priori, les études n'ont pas prélevé systématiquement dans le nez, régulièrement pour voir si ça empêchait des formes asymptomatiques, mais ils l'ont fait parfois, 1 fois par exemple dans Moderna, et a priori il y a quand même une moins de formes asymptomatiques dans le bras vacciné, même si on n'a pas 90 en moins. Mais en plus, on n'a pas le suivi tout le temps pendant toute l'étude, donc c'est juste, probablement que ça diminue, mais on ne sait pas à quelle importance, à quelle échelle, ça diminue les formes asymptomatiques et donc le risque de transmettre sans le savoir. Mais probablement, mais on ne sait pas très bien et ça n'a pas été fait dans toutes les études. Donc pour l'instant, prudence, et puis se rajoutent les nouveaux variants potentiels, en Afrique du Sud en tout cas, où, il y a peut-être un besoin de revacciner les gens avec des vaccins qui prennent en considération ce nouveau variant dans la protéine spike.
Donc, tout ça fait que le vaccin est très important, mais ce n'est pas non plus la seule arme. Il faut regarder tout le reste. Alors, quels sont les effets indésirables les plus fréquents des vaccins ARNM? Et donc, je vais rajouter également, parce que c'est sensiblement les mêmes pour l'autre vaccin de AstraZeneca. Donc, dans une grande majorité des cas, les effets indésirables liés à la vaccination vont se manifester le lendemain de la vaccination et durer la plupart du temps 24 heures. Ça peut aller jusqu'à 3 jours, mais extrêmement rarement plus. Il a été constaté dans les études d'ailleurs, et là nous on le constate également sur le centre de vaccination, qu'ils étaient également plus présents après la deuxième dose et chez des personnes un peu plus jeunes. Ces effets indésirables, je vous les ai donc listés ici. Ça va être la rougeur au point d'injection, de la fatigue, des maux de tête, des douleurs musculaires ou des douleurs articulaires, frissons, fièvre, un peu comme un syndrome grippal. Des réactions qui peuvent être habituellement constatées chez d'autres vaccins et qui donc cèdent en quelques jours et pour lesquelles la prise de paracétamol, donc de Doliprane, d'Afalgan, peut aider. Oui, donc pas plus, pas moins que de réactions par rapport à d'autres vaccins habituels, en fait. Voilà. D'accord. Bah, c'est rassurant aussi parce que souvent, on se fait des films avec les nouveaux vaccins. Oui. On Donc, continue parce que je vois l'heure qui passe, il est 7h15. je vais un peu accélérer, en effet. Voilà, bah, peut-être on arrive à la fin là, je crois. Ouais, voilà, il m'en restait juste 2 questions. Donc, les médicaments contre le VIH protègent-ils de la COVID-19? C'est aussi une question qui me revient souvent. Oui, oui, on a eu déjà depuis le début de Voilà, la mettre un pandémie. gros Hein. nom pour clarifier la situation où en effet, donc ça avait été essayé il y a 1 an sur certains essais cliniques où certains antirétroviraux avaient été administrés à des patients souffrant de la maladie à Covid-19 et donc ces traitements n'ont absolument pas montré une quelconque efficacité. Donc non, le fait d'être sous PrEP, parce qu'on m'a déjà posé la question également, ou d'être sous ARV, ne vous protège pas ou ne vous traite pas non plus de la COVID-19. Bien sûr. Et donc la dernière question tout le monde se pose et qui est bien légitime de se poser, c'est on a été Et hyper oui, vite, hyper vite sur la Covid et donc pourquoi toujours pas de vaccin contre le VIH? mm, Alors, quelques pistes de réponse, ce sont déjà des virus qui sont très différents. Le virus du VIH est un virus qui mute extrêmement facilement et pour lequel il va être difficile qui n'est pas fixe dans le temps, donc pour lequel on ne peut pas, enfin, ce qui va être vrai, ce qui va être possible à intenter ne le sera plus, le lendemain ou extrêmement rapidement. Et son autre particularité, c'est que le virus du VIH est aussi, c'est un rétrovirus, donc un virus aussi ARN, mais que contrairement au virus de la COVID-19, il s'intègre à notre génome. Donc, si vous vous rappelez le schéma de la petite cellule du début, sur les mm. vaccins, lui, il ne reste pas en périphérie, il rentre vraiment dans notre noyau, comme probablement votre infectiologue a dû vous l'expliquer. Et donc ça, c'est aussi un challenge supplémentaire pour la vaccination. Et en gros, pour résumer, pourquoi toujours pas vaccin, c'est parce que le virus du VIH est bien plus complexe et bien plus, je ne sais pas si on peut dire, enfin, il est bien plus difficile à cerner. On ne connaît pas encore, même d'ailleurs, tout au niveau de la recherche fondamentale, tous ces modes de fonctionnement au niveau cellulaire, au niveau moléculaire fin. Donc, c'est bien sûr, ça a été bien plus compliqué que pour le virus à SARS-CoV-2 qui est plus simple, pour lequel ça a été plus facile de trouver un vaccin. Tout simplement, le virus, il mute beaucoup pour le VIH et donc même si on met une protéine sur un vaccin, il y a des anticorps contre cette protéine, mais il y a plein
ne vont pas reconnaître les protéines similaires sur le virus du VIH, puisqu'il y a plein de formes mutées tout le temps, tout le temps. Et donc juste, si, vous souhaitiez, je vous avais mis ce lien que je trouvais vraiment bien fait. C'est un document de questions-réponses, sur, justement la vaccination, contre le Covid-19 et les personnes vivant avec le VIH qui a été fait par la SFLS et qui est disponible en ligne, où aussi vous pouvez avoir, d'autres informations. Oui, il y a déjà beaucoup de questions qui sont posées Hop, alors je vais sur utiliser ça. C'est l'écran très intéressant. pour voir. Il est facilement accessible. Bon, bah, merci beaucoup Marie pour tous ces éclairages, déjà qui nous ont bien fait avancer sur la question. J'ai vu, donc il y a pas mal de questions qui ont déjà été répondues par Alain Mackinson, hein, des questions peut-être un peu plus personnelles. Voilà, il nous reste donc d'autres questions à venir. Si vous voulez bien, je vais vous les relayer. Donc là, on a une première question, c'est l'efficacité des vaccins est-il identique avec ou sans comorbidité? Tu veux répondre, Marie? Alors, j'allais dire, ça va dépendre de la comorbidité. Si on parle de tout ce qui est, des comorbidités qui touchent à l'immunité, en effet, pour certains vaccins, comme on le disait, le vaccin de l'AstraZeneca, on ne sait pas s'il sera autant efficace sur une personne immunodéprimée que, sur une personne, avec une immunité, non al non, pleinement efficace, qui a pour seule comorbidité, son âge. Donc, par contre, pour les vaccins ARNM, la réponse est oui, l'efficacité sera similaire, quel que soit, Bon, on manque un peu de données. On pense qu'avec les ARN, il y a une telle synthèse d'anticorps qu'on espère que ça sera à peu près identique. Mais Marie, je pense qu'on manque un peu de données et des études où on va prendre parmi l'ensemble des gens qui ont été inclus dans les études ou faire d'autres études en population spécifique pour voir justement quel est le taux d'anticorps et si ça diminue plus vite ou pas chez les immunodéprimés que chez les autres. D'ailleurs, j'en profite pour dire que la NRS va ouvrir potentiellement, alors je ne sais pas quand, donc une étude où on va justement comparer les réponses immunitaires dans différentes populations, que ce soit des gens qui ont eu des greffes d'organes ou des personnes vivant avec le VIH ou des gens qui ont des cancers par rapport à des contrôles pour voir si les vaccins qu'on leur administre font pareil en termes de taux d'anticorps. Mais a priori quand même si le taux est moins bon, et peut-être pour les personnes vivant avec le VIH, ça pourrait être corrélé au taux de CD4, on ne sait pas. Quoi qu'il arrive, le bénéfice du vaccin est là et sera là, même si il y a une réponse potentiellement peut-être de moins bonne qualité, ça reste à démontrer, et peut-être de moins longue. voilà, je veux dire, c'est surtout sur la durée, il me semble. On ne sait pas si ce sera efficace, aussi longtemps, mais en effet, quand même, il me semblait que, quel que soit le taux, de production d'anticorps, il resterait normalement suffisant pour protéger la personne d'une infection grave. Oui, a C'est priori peut-être quand le même. plus important d'ailleurs. Une autre question, donc un vaccin ARN messager est-il un espoir pour le vaccin VIH pour les séronégatifs? Alors, il me semble qu'il a été essayé, il y a des essais vaccinaux, je saurais pas dire là de mémoire, à quel stade ils en sont, si c'est encore, au À niveau, l'étude. études, je veux dire, dans le laboratoire, ou si, des essais, des phases 1 ou plus ont été débutés. Mais, il me semble avoir vu, passer, des labos, en tout cas, s'étaient posé la question, et ça a été essayé, c'est en cours d'essai. Une autre question sur l'efficacité des vaccins ARN messagers. Donc la question est, comment est-on sûr que notre corps fabrique suffisamment d'anticorps avec le vaccin ARN messager et sommes-nous tous égaux à ce niveau-là? Alors, Je dirais que
Les études montrent qu'il y a une efficacité clinique et c'est ce qui compte. Après, le taux d'anticorps, on peut le mesurer, et en particulier, des anticorps très spécifiques neutralisants, c'est-à-dire qui agissent sur, le virus. Mais on ne le fait pas en clinique et ce qui compte finalement, c'est le critère, qui a validé les vaccins, c'est-à-dire l'efficacité, des formes sur les formes symptomatiques, la prévention des formes symptomatiques de la Covid chez les gens qui ont été vaccinés par rapport à l'autre bras. Et là, on est sur des taux d'efficacité très, très élevés. Et après, ce qui compte, je dirais, sur la durée, c'est les études qui vont suivre les gens qui ont soit fait un Covid, soit qui ont été vaccinés et voir quelle proportion d'entre eux refont des Covid à distance en fait, de leur vaccination. Donc, ce qui compte au final, c'est plutôt la clinique. Mais c'est vrai que si on a des anticorps, c'est plutôt rassurant. Une autre question, y a-t-il un vaccin qui évite de se contaminer parmi ceux qui ont l'autorisation de mise sur le marché ou à venir? Un vaccin qui évite de se contaminer. On a répondu, je crois, Parlé tout à l'heure, hein. c'est qu'on manque de données. On ne sait pas trop. Il y a des pistes pour dire que ça prévient, y compris des formes asymptomatiques, peut-être moins efficaces, mais on n'a pas assez de prélèvements dans les études, et toutes les études n'ont pas fait des prélèvements systématiques. Donc on manque de données là-dessus. C'est une des justifications de garder les masques, même si on est vacciné d'ailleurs. Ouais, ce que disait Marie. Oui. Une question, tiens, une question qui revient souvent. Une personne qui a eu le Covid, est-elle immunisée autant qu'une personne qui est vaccinée? Vas-y. Tu veux que je réponde? Autant, ce qu'on sait, c'est qu'on a fait il y a des études qui suivent des gens qui ont fait des Covid ou qui ont été. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a très, 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 très peu de réinfections dans les 6 à 9 mois en fait, après l'épisode. Après, sur la durée de protection des vaccins, c'est l'avenir qui va nous le dire. Et oui, ça dépend aussi, donc c'est la durée à laquelle on garde l'immunité, mais ça dépend aussi s'il y a une autre souche qui est moins sensible à vos anticorps qui ont été synthétisés par la vaccination, qui a été créée sur une autre souche précédente. Et si cette nouvelle souche a des raisons d'être moins sensible aux anticorps, il se pourrait qu'on se réinfecte plus souvent. Donc ça dépend un peu des circonstances. En Afrique du Sud, par exemple, actuellement, il y a beaucoup de réinfections chez des gens qui avaient déjà fait un Covid parce que la nouvelle souche d'Afrique du Sud leur permet un peu de résister à l'immunité collective. Donc ça va aussi dépendre des variants qui arrivent. La bonne nouvelle, c'est que la souche du Royaume-Uni est sensible au vaccin actuel. Et l'autre élément, c'est que les industriels sont capables de refaire des vaccins très rapidement en utilisant l'ARN avec le code pour la protéine spike des nouvelles souches, des nouvelles variants. Donc s'il faut recréer une immunité, on pourra revacciner, recréer des vaccins efficaces assez rapidement, en fait, grâce notamment à la technologie ARN. Ouais, c'est ce qu'on disait là dans la diapo. Est-ce que ça a été trop rapide? C'était justement une des choses que je vous ai dit, c'était la facilité et la rapidité de production de cette technologie des vaccins ARNM qui permet donc, si on a besoin de se réadapter, de un petit peu recalibrer le message qu'on veut coder, on peut réagir très vite et donc ça ne redemande pas nécessairement des mois et des mois d'attente et donc de pandémie pour refaire un vaccin plus précis, entre guillemets. Et aussi, ce que je voulais préciser, c'est que pour le moment, on ne vaccine pas les personnes qui ont fait un Covid symptomatique dans les 3 derniers mois, en se basant sur leur immunité qu'elles ont acquise suite à leur infection. J'ai une question un peu longue. Une étude sur les personnes vivant avec le VIH ayant eu la COVID, relayée par NAM, je ne sais pas ce que c'est NAM,
montre que les personnes vivant avec le VIH avec des CD4 inférieurs à 350 ont plus de risques de développer une forme grave et qu'ils devraient être vaccinés en priorité. Mais alors, quel vaccin serait le plus efficace? À titre personnel, alors, on manque d'études, mais probablement le vaccin ARN quand même, enfin à titre personnel, Le vaccin ARN, alors en priorité? probablement. Parce que comme on Probablement. disait, on manque, comme disait Alain, on manque de données sur l'autre, là, actuellement, le vaccin AstraZeneca, notamment pour les personnes immunodéprimées. Et donc, on ne sait pas trop, si je puis dire, comment, justement, quand on a des cas de bas, ce vaccin pourrait, dans quelle mesure il pourrait être moins efficace. Donc, en effet, je suis assez d'accord de dire qu'on se tournait plus vers le vaccin ARNM. Et ça rejoint de dire qu'en fait, à partir du moment où le taux de CD4 diminue, en effet, on passe dans la catégorie immunodéprimée, donc haut risque, et donc c'est donc une priorité par rapport à une personne qui aurait un taux de CD4 supérieur à 200. Il se peut que, quel que soit le vaccin, un peu comme d'autres vaccins, hein, il y a eu d'autres études chez les personnes vivant avec le VIH, si on a un taux de CD4 bas, il se peut que la réponse vaccinale soit moins bonne, quel que soit le type de vaccin, mais on manque d'études. D'accord. Donc il n'y a pas de réponse absolue. Mais ça va venir. Hein. On saura plus tard, oui, certainement. Une autre question, donc là, c'est pas vraiment une question. Et l'hépatite B auto-immune, alors? Je ne sais pas quelle est la question. Comme comorbidité, je suppose, est-ce que l'hépatite B auto-immune comme comorbidité est un facteur de risque? Ben, j'imagine que c'est peut-être ça la question. Si, la personne qui a fait cette question, si vous pouvez la reformuler. Tout va dépendre de l'état de santé, comme pour tout, de la personne, est-ce qu'il va y avoir une maladie du foie associée? Est-ce que des complications? J'aurais tendance à dire une personne qui a une hépatite B sans complications n'a pas donc ça n'entre pas dans les comorbidités, non. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Alain. Excuse-moi, j'ai été accaparé par un texto. Redis-moi. Hépatite B et comorbidité. Je ne comprends pas très bien la question en fait. Et l'hépatite B auto-immune, alors? C'est ça la question. Est-ce que tu considères qu'avoir une hépatite B auto-immune... Alors j'ai l'impression que c'est peut-être un souci de la sclérose en plaques induite par le vaccin anti-hépatite B comme effet secondaire qui a été donc relevé par les médias dans les années 90, mais a priori, il n'y a pas d'argument en fait pour l'hépatite B, si c'est ça la question, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un risque donc de développer une sclérose en plaques si on se fait vacciner? Tu la comprends dans ce sens-là? Je ne sais pas. Peut-être ça On peut va peut-être inviter la personne qui a posé cette question de la reformuler pour qu'on puisse peut-être répondre plus clairement. Hein. Je vais passer à la question suivante. Si la personne n'a plus d'immunité, comment va-t-elle fabriquer les anticorps? Ah, Ça rejoint ce qu'on a dit, Marie. On manque de données. Alors, plus d'immunité, c'est rare d'avoir plus du tout d'immunité. Donc, il y a des échelles, je dirais, d'immunodépression différentes en fonction des maladies, puis chez les personnes vivant avec le VIH, en fonction du taux de CD4. Donc, pour l'instant, on manque de données, mais l'hypothèse qu'on fait et ce qu'on voit dans les autres vaccins, c'est que ça vaut la peine d'être vacciné, quel que soit son taux de CD4, puisqu'il y a quand même chez tout le monde, ou chez la plupart des gens, une réponse immunitaire de qualité variable qui est présente quand même. oui, et puis ça fera, ces personnes feront sûrement partie comme on l'a vu, font partie des personnes prioritaires dans la vaccination. Ah, une question sur les variants. Donc, Une précision juste pour clore la question d'avant. Donc, pour oui. la question sur l'hépatite B auto-immune, donc c'était bien dans le sens, est-ce que les personnes donc, vivant avec une hépatite B auto-immune sont prioritaires pour le vaccin? Ah, voilà. Oui, c'est vrai, la question est arrivée après, oui.
Alors, hépatite B auto-immune, c'est enfin une hépatite auto-immune peut-être? L'hépatite B auto-immune, ces personnes sont prioritaires pour le vaccin. Attends, je vais me mettre la question. En tout cas, si on est traité par immunosuppresseur, on est, et souvent dans les maladies auto-immunes, on est prioritaire pour les vaccins. En fait, D'accord. c'est ça qu'elle disait, c'est que tout dépend de, les de c'est pas juste le fait de vivre avec, donc cette hépatite B, mais plus, qu'est-ce qu'il y a autour? Quels traitements ont été mis en place? Comme disait Alain, s'il y a des traitements immunosuppresseurs, donc on passe encore plus dans la catégorie, personnes immunodéprimées. Donc en effet, on gagne en «comorbidité» entre guillemets et également s'il y a des complications, liées à cette infection, des maladies du foie associées ou d'autres complications, ça peut en effet entraîner, donc d'autres comorbidités et donc plus de risques de développer heu, cette sévérité de l'infection et donc justifier une vaccination en priorité. Donc si on D'accord. résume, l'hépatite B en elle-même, non. Les Ouais. complications avec les comorbidités, si elles sont importantes, oui. Et en fonction de l'importance, il y a l'échelle à venir ou actuelle de vaccination. Et par contre, si on a une maladie auto-immune, quelle qu'elle soit, et qui nécessite un immunosuppresseur, c'est une indication, ça peut être une indication de vaccination prioritaire. Mais j'ai l'impression que c'est ça, parce qu'elle a répondu oui, c'est Oui, ça. oui, c'est Bah, ça. je vais faire J'ai je vu vais aussi. mettre un petit, je vais mettre un petit pouce. Ah, on a une question sur les variants qui inquiètent beaucoup. Donc, la question est: que faire? Oula, je sais la question sautée. Que faire contre les autres variants Covid-19 brésiliens, sud-africains et anglais? Le virus le vaccin est-il efficace ou un autre vaccin sera proposé? Pour le variant, dit anglais, parce qu'en fait, il est anglais pendant un petit temps et puis maintenant il est international. Heu, pour le variant, découvert en Angleterre, ça va devenir le variant majoritaire en France, hein, hein, nous on l'a vu, là à Montpellier, c'est environ 20 hein, des souches actuellement, ça va probablement monter. La bonne nouvelle, c'est que les vaccins qu'on donne actuellement sont a priori, on a des données pour dire, que c'est, très efficace, les vaccins. Plus inquiétant, en effet, c'est peut-être le variant, dit, originaire d'Afrique du Sud, et peut-être, on a encore moins de données, le brésilien, où il y a peut-être une résistance, de certains, enfin une moindre sensibilité à certains vaccins, heu et donc ça, c'est un petit peu inquiétant. Par contre, en effet, les plateformes vaccinales, c'est-à-dire les industries qui créent ces différents types de vaccins assez rapides, vont pouvoir, refaire des vaccins, avec, heu, en ciblant, en fait, ces nouvelles variants avec une efficacité attendue qui est très bonne, en fait. Donc peut-être on s'oriente, vers quelque chose comme la grippe où tous les ans ou tous Mmh. les X années, on sera obligé un peu de surveiller, heu, le virus qui circule et voir si sur des données, de laboratoire en fait, hein, d'études in vitro, dans des tubes, si, bah, les anticorps, de personnes immunisées neutralisent toujours la nouvelle souche, et si c'est pas le cas, il faudra refaire des vaccins, heu pour, comme on fait pour la grippe, hein, d'année en année, par rapport à la nouvelle souche, circulante. Donc il faudra surveiller les souches circulantes, faire des études de réponse, dans des tubes à essai avec des anticorps, et si nécessaire, on s'oriente vers la création de la synthèse de nouveaux vaccins comme ayant comme modèle ces nouvelles souches, ces nouveaux variants. Donc on s'oriente, je crois, peut-être un peu tôt pour le dire, vers des vaccinations répétées, en fait. Eh oui. Une autre question, alors, un petit peu compliqué. Personnel soignant et de plus de 50 ans, la vaccine je vais ma question. La vaccination est gérée par l'employeur pour actuellement le vaccin du labo AstraZeneca.
quid de la confidentialité? Vaut-il mieux attendre et s'inscrire sur un centre de vaccination pour un vaccin ARN messager? Pas très, très clair. Alors ce serait dans le sens où si, on va se faire vacciner avec son employeur, d'un AstraZeneca, devoir, dire que, quels sont nos antécédents et donc que notre employeur apprenne nos antécédents. C'est dans ce sens-là. Oui, j'ai l'impression, oui. Alors, si c'est dans ce sens-là, Oui, parce qu'il est question de confidentialité, en fait, dans la voilà, question. On est vacciné, je suppose, par un professionnel de santé, donc qui oui, est en f par exemple, nous, parfois, on est au centre de vaccination, comment dire? On est également tenus au secret médical. C'est-à-dire Oui, c'est le secret médical de toute façon. les autres personnels soignants que je peux voir dans un après-midi, qui vont me parler de leurs, antécédents, bien sûr, enfin bon, ils vont me le dire à moi, mais moi, ce n'est pas tracé, ce n'est dit à personne, en Oui, fait. oui, bien sûr. Et c'est dit au médecin de la consultation. Après, si c'est dire, ne pas le dire également au médecin parce qu'on peut le connaître ou qu'on n'a pas envie de le dire si c'est un médecin de la médecine du travail ou que pour X ou Y, raison, est-ce que, non, c'est jamais Bah, en ce que vous allez principe, me donner, mais est-ce que finalement, si vous êtes, traité indétectable avec des CD4 supérieurs à 500 et que ça vous pose vraiment un souci et enfin, est-ce que vous le mettez sur votre fiche? C'est bien sûr, je trouve ça je fais c'est toujours bien de pouvoir être, transparent avec son médecin, mais c'est un problème qui me revient souvent en consultation pour d'autres motifs, pareil, est-ce que j'en parle à mon dentiste ou ce genre de choses? Parce que, bah, on sait très bien que, bah, on n'est pas dans un monde parfait, mais mmh, je sais pas ce que tu en penses, Alain? Moi, je De pense que l'employeur va sélectionner les gens sur la profession de soignant et l'âge ouais, qu'il c'est a ça, accès. Il faut surtout rien dire à l'employeur. Et mmh, puis, après, éventuellement, se faire vacciner sans le dire si vraiment vous voulez ou en le disant. Et un secret médical, je suppose, par un professionnel qui est extérieur. Enfin, ça dépend mmh. si c'est travailler dans une structure. Après, juste, le vaccin ARN, et donc il faut le stocker, moins 80, et on peut faire que 6 ou 10 doses en fonction du type du vaccin, et il faut les utiliser dans un délai assez rapide. Donc, c'est pour ça qu'on a du mal à démocratiser ce vaccin en ville. AstraZeneca, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir probablement, je ne sais pas quand, mais dans les semaines, une fois que les doses sont conséquentes, les doses achetées par l'État, probablement j'espère en tout cas, on va pouvoir se vacciner soit dans plein de centres de vaccination partout, donc rien ne vous empêchera d'aller vous faire vacciner rapidement dans ces centres, ou par même son médecin généraliste qui, lui, en toute confiance, je l'espère, Oui, vous évite c'est peut-être la meilleure formule de se rapprocher de son généraliste et d'une personne de confiance, voilà. en fait. oui, après Mmh. la Après, si vous pouvez être vacciné maintenant, c'est quand même mieux, hein, Ah oui, bien enfin, sûr. ça, il y a de toute façon, il y a un certificat de vaccination qui est délivré après chaque vaccination. Donc même si vous choisissez d'aller le faire dans un autre centre que votre lieu de travail, après vous pouvez juste justifier en disant: «Bah oui, je l'ai fait, il y a pas de souci. Je l'ai fait ailleurs juste». Une autre question, enfin, je pense qu'on a déjà en partie répondu. L'efficacité du vaccin ARN messager dure une année ou il dure plusieurs années? on ne sait pas. On ne sait pas, hein? On Me saura On ne permet sait plus pas. tard, Et à l'usage. Mmh. ça dépend de la décroissance de l'immunité, puis ça dépend aussi des variants qui circulent, puisque il y a comme un double jeu, en fait. là sur les études, ce qu'on peut dire et enfin tu me diras si je me trompe, mais moi ce qui me semble avoir lu, c'est que sur le seul variant donc qui était avant que tous les variants n'arrivent, donc à l'hiver, lequel, donc on s'était basé au début sur la vaccination. Une majorité, il me semble, des personnes vaccinées dans les essais cliniques semblaient encore avoir une réponse immunitaire, plusieurs mois après, la vaccination. Donc on a l'air de quand même pouvoir dire que ça va durer plusieurs mois, voire, peut-être 6 mois, mais on ne peut pas donner une date. Bien sûr. Vraiment, ça va décroître pour certaines personnes. Peut-être ce sera plus,
4-5 mois. Pour d'autres, ça ira peut-être 7-8 mois. Enfin, c'est pas quelque chose qui s'arrête du jour au lendemain. Dans cette temporalité-là, oui, on sait aujourd'hui, je pense, on peut dire ça va durer plusieurs mois. Est-ce que ça va durer 6, 8, 1 an? On ne sait pas. 1 an, peut-être pas, vu les variants, comme disait Et Alain. ça dépend peut-être des individus aussi. C'est vrai Exactement. que selon Oui, les individus, on ne Les sait pas trop, c'est un peu en, comme… en- différentes en- ouais. Est-ce que l'apparition des divers variants n'affaiblit pas la stratégie de l'immunité collective? Tiens, on n'a pas parlé d'immunité collective, justement. Bah, probablement, oui, c'est une bonne remarque, probablement. Probablement. Mais ça renforce la stratégie vaccinale, mais répétée probablement. Si ces variants sont vraiment des variants qui résistent aux vaccins actuels, il faudra reconcevoir des vaccins C'est ça. Ouais. qui prennent en considération ces nouveaux variants. Un nouveau variant, ça veut juste dire que la protéine S est un petit peu différente. Et Voilà, donc les adapter anticorps marchent moins. Donc il faut juste refaire une réponse immunitaire adaptée à cette nouvelle protéine S, en fait. Donc, c'est ce que disent les producteurs de vaccins, c'est qu'ils vont s'adapter en fait aux variants, hein, c'est ça? voilà. Et seulement si le nouveau variant a une résistance. Il y a des nouveaux variants simplement parce qu'ils se transmettent mieux, en fait. Hein. Ils se fixent mieux sur les cellules cibles, ils rentrent mieux. Ils font rentrer mieux le virus SARS-CoV-2. Il faut Et ce qu'ils soient plus en fait, ce contagieux, quoi. qui est plus inquiétant que la non-réponse partielle au vaccin, c'est surtout le fait d'être plus contagieux. Ben, il y a un risque d'augmentation des cas de Covid et donc de cas graves et donc de saturation des lits à l'hôpital et de réanimation. Et l'Angleterre a eu très très peur par rapport à ça en fait. Hein. Ils ont vu une augmentation très importante malgré le fait qu'ils soient en avance par rapport à chez nous sur la vaccination. Hein. Ils sont à 12 millions là, je crois, hier. Mais ils ont vu une augmentation très importante du nombre de cas hospitalisés et en grande partie à cause, enfin, principalement à cause de ce nouveau variant britannique. Et ça va être la problématique, en fait. Est-il possible d'avoir un vaccin ARN avec plusieurs souches de virus dans une injection? Je ne sais pas, honnêtement, probablement, peut-être, non. Mais ce qui. Les vaccins du futur? Oui, enfin, après, ça a la logique, s'il y a plusieurs variants différents qui circulent et on veut tous les toucher. Après, si on a. Mais pour l'instant, il y a que le variant brésilien et l'Afrique du Sud qui semblent poser problème. Il n'est pas majoritaire en France, loin de là. Oui. Donc, je vais interpréter là. Est-ce que vous conseillez-vous la vaccination, la vaccination? Oui. Ah, oui, bien sûr. Bah oui, pourquoi? Ça serait bien de répondre un peu plus. Oui, parce que, Quel est l'intérêt en fait de la vaccination? En tout cas pour les personnes comme on vivant avec le disait, l'intérêt VIH. de la vaccination, c'est de protéger les personnes les plus à risque de faire une complication. Donc, c'est-à-dire que c'est potentiellement vous empêcher de mourir, en fait. Et certes, ça va peut-être pas nous aider, on ne sait pas encore si ça va aider sur la transmission, combien de temps ça va durer. Mais si je suis une personne à haut risque ou à risque, et me donner plus de chances si malheureusement je suis contaminée de m'en sortir. Et au-delà de ça, combiné à l'ensemble des autres mesures qui sont encore maintenues, plus comme on disait, l'adaptation de la stratégie vaccinale qui se fera dans le temps par rapport aux variants, au fait que aussi c'est limiter leur diffusion, c'est une de nos chances de nous en sortir un jour, en fait. Oui, je pense qu'il y a vraiment un bénéfice individuel. Je suis âgé ou j'ai des comorbidités, j'ai un fort risque quand même de forme grave. Et si je suis hospitalisé, de mortalité, donc en me vaccinant, je me protège de ces formes. Excusez-moi. Par contre, si je suis plus jeune, on fait des formes parfois bénignes, parfois c'est des sacrés symptômes quand même. Et il y a quand même quelques cas d'hospitalisation
il y a quand même des cas graves, y compris chez des gens qui ont 45, 50 ans, qu'on voit, hein. Et plus, si vous voulez, le virus circule, même si le pourcentage de complications est faible, bah, il y a quand même un certain nombre qui finissent à l'hôpital. Donc la vaccination est aussi pour ces gens-là une façon de se protéger. Enfin, moi, j'ai une expérience chez mon frère qui a fait un Covid. Bon, il a à peu près mon âge. Enfin, il était pas bien, quoi, hein. Puis il a traîné quelques symptômes après. Enfin, s'il avait pu se faire vacciner, ça aurait été bien. Et après, probablement qu'il y a un bénéfice communautaire à se vacciner, mais ça reste à le démontrer sur la diminution du portage asymptomatique, comme on l'a dit, quoi. Mais ça vient en deuxième, hein. On est d'abord là pour se protéger. Une autre question. Si le vaccin du VIH n'a pas encore été créé, est-ce qu'il y a aussi une raison économique? Je ne crois pas. Au Non, c'est ce contraire. qu'on disait tout à l'heure. Là, c'était la difficulté surtout de trouver un vaccin avec un virus complexe et qui mute, en fait. C'est ça, non? C'est vrai que les labos sont assez Oui. motivés pour être celui qui va trouver, justement. Oui. Bon, un peu comme on dit la course au vaccin. Je pense que l'industrie qui trouve la vaccination sera très contente sur le plan économique. C'est ça. Au contraire. Si je peux voir le problème dans l'autre Ah ben, sens. c'est une question qui est assez récurrente. Là, une question, voilà, peut-être personnelle aussi. Je suis indétectable avec environ 500 T4. Est-ce que je suis à haut risque? C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Si vous n'avez pas d'autres soucis de santé, non. Hein, s'il n'y a pas de comorbidité, voilà, non, on considère c'est plutôt en dessous de 50 T4 qu'on peut être plutôt à risque. C'est ça, là, ce qui est expliqué. 200 même. 200 Même peut-être. 200. Ouais. 200, Voilà. d'autant plus si on ne prend pas de traitement antirétroviral. 500, on a déjà une bonne immunité. Si je veux les vaccins ARN, donc ARN messager, j'imagine, est-ce que je pourrais les avoir? Ah, c'est bien. Est-ce qu'on peut choisir, en fait, son vaccin? C'est ça la question, peut-être. Est-ce qu'on peut choisir? Ça dépend. Déjà, si vous avez plus de 65 ans, je pense que vous n'aurez pas à choisir, que ce sera forcément les vaccins ARNM, parce Mmh. qu'on vous orientera plus vers celui-là que justement l'AstraZeneca. Si vous avez moins de 65 ans, est-ce que et que, vous correspondez, aux 2, enfin aux critères également de vaccination, de priorité de vaccination, oui, je pense que vous pouvez aller vers l'un ou vers l'autre. Là où ça va être, peut-être plus limitant, c'est si vous n'avez pas, de comorbidité pouvant justifier donc une priorité dans la vaccination, vous n'aurez peut-être pas, aussi vite accès à l'un ou à l'autre en fonction de votre situation. Je pense juste, Marie, pour les vaccins de vecteurs viral comme AstraZeneca, peut-être que les autorités attendent plus de données chez les personnes vivant avec le VIH. Donc on verra. Pour l'instant, c'est pas clair en fait. Ouais. ARN, c'est sûr que c'est possible. Je pense probablement dans un futur proche, les autres sont possibles, mais sous réserve peut-être de données plus rassurantes de certaines études où les personnes vivant avec le VIH ont été incluses. En fait. C'est pas des études spécifiques, mais on arrive à faire des analyses dans ce sous-groupe pour dire qu'il n'y a pas de problème de tolérance. Il y a des taux d'anticorps qui sont satisfaisants. Je ne sais pas De si toute Marie, façon, tu partages. Mais c'est pas clair, hein, c'est pas clair. C'est pas, enfin, je sais pas, Marie, si tu es d'accord avec ça. J'ai l'impression qu'on. C'est vrai que, c'est pas ce sera peut-être pas automatique, hein, de pouvoir pas choisir son vaccin, hein. de données pour savoir, plus sur, l'efficacité. Il me semble, hein, pas que, l'un soit plus dangereux que l'autre. Non, Il est question. il ne se réplique pas Oui, voilà, virus. c'est pas à ce niveau-là qu'on s'interroge, c'est de se dire, est-ce que, il y en a un qui sera plus efficace que l'autre
pour les personnes vivant avec le VIH. Et ça, cette réponse, pour le moment, On ne l'a pas. informellement. Et justement, alors, à ce propos, puisque si la personne qui vient, qui veut se faire vacciner, pense avoir plus de risques en utilisant un vaccin type AstraZeneca et qu'il serait peut-être préférable de le vacciner avec un Moderna ou un Pfizer-BioNTech, est-ce que vous, médecin, vous pourriez peut-être faire une prescription pour que ce soit peut-être dans ce sens? Est-ce que ça… C'est trop tôt là pour Trop répondre. tôt, hein? Ouais. Après, l'AstraZeneca contre les formes graves, c'est 100% d'efficacité. Hein. Là, j'ai le tableau sous les yeux. Oui, oui. Voilà. Non, oui, c'est ça en fait qu'il faut voir dans le vaccin. C'est se vacciner pour éviter les formes graves en fait. Hein, c'est bien ça que… Et l'efficacité clinique est de Voilà. presque 70% dans toute forme. Attendez, j'ai zappé une question là. Vous pouvez bien répondre sur les variants. Justement, il y en a une. Combien de variants existe-t-il sur la Covid-19 actuellement et quels sont les derniers chiffres? Alors, en France, dans le monde, c'est le premier élément. En France, il y a plusieurs variants. Il y a 2 ou 3 variants qui circulent majoritairement, mais c'est quelque chose de dynamique et le type de variant qui circule va changer s'il y a un autre variant qui prend l'avantage sur celui qui le précède en termes de transmission. Sur le variant britannique qui se transmet plus facilement que les autres, mais qui a priori a la même sensibilité aux stratégies vaccinales, on est sur 20% de variants britanniques en France actuellement, et à Montpellier là récemment. Très bien. Juste intéressant, si on fait un Covid en fait, post-vaccinal ou d'ailleurs Covid naturel, maintenant les laboratoires séquencent le virus et à l'hôpital en tout cas, et ça nous permet de savoir quelle variant c'est en fait. Donc c'est extrêmement lourd, c'est-à-dire que c'est positif, et ensuite il repasse dans une machine pour voir vraiment la séquence et dire que c'est un variant non muté, etc. Alors là, on me dit qu'on a oublié une question. Excusez-moi. Comment faire l'évaluation allergologique nécessaire si ce sont les pharmaciens qui vaccinent? Alors, bonne question. Pardon, vas-y Marie, je t'en prie. Non, en fait, il me semble que justement la semaine dernière, quand on en discutait avec, tu vas m'aider, le professeur Desmoly, pardon, qui est de l'allergologie au CHU de Montpellier, il nous expliquait justement que sur cette question-là, eux-mêmes avaient créé un système, donc bon là, je vais parler un peu localement, désolée, mais je pense que c'est quelque chose qui peut également être proposé et qui va être diversifié sur l'ensemble du territoire. Où ils avaient en fait une ligne un peu de téléconsultation spécifique pour cette question, où en fait des centres qui, bien sûr, tous les centres de vaccination actuellement ouverts n'ont pas d'allergologue présents dans leur mur, où en fait ils se tenaient disponibles pour faire soit une évaluation parfois téléphonique ou en visioconférence qui suffisait de faire le point avec l'interrogatoire avec le patient pour faire l'historique de son histoire allergique, et donc comme ça déterminer oui, non, vaccin, pas vaccin. Donc oui, donc non, j'estime que là, de mon expertise allergologique, vous pouvez pas vacciner, et donner donc ces instructions de prise en charge aux médecins présents dans la structure pour mener la vaccination correctement. Et quand ce n'était pas le cas, je pense qu'il les faisait venir et il faisait le point avec vous. La vaccination était différée, et la consultation ergologique était donc organisée en direct. Il avait l'air de dire que c'était extrêmement rare, que la plupart des cas, ils arrivaient à les solver par simple interrogatoire de téléconsultation, donc directement, et Oui, je pense qu'en ville, s'il y a des pharmaciens, il y a un auto-questionnaire qui doit être rempli et il faut le faire le plus sincèrement possible. à valider avant de se faire vacciner. Et donc, et au moindre doute, ça sera reporté, mais c'est exceptionnel. Et voilà la bonne réponse. Vous allez être donc bloqué. Il va vous dire, alors pourquoi vous avez signalé cet effet-là.
Et en fonction de l'interrogatoire et après donc des investigations, comme on le disait, sont mises en place, on vous dira si oui ou non, il est raisonnable de vous faire vacciner en toute sécurité, immédiatement ou si, vous devez faire d'autres choses. Bon, je crois qu'on a balayé à peu près toutes les questions. J'espère ne pas en avoir oublié surtout. Il est déjà 8 heures, donc on va peut-être, finir cette session. Peut-être, un petit mot en synthèse de ce webinaire. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Quelles perspectives on peut voir par rapport à la vaccination? Je pense que, enfin, Marie, c'est toi qui as fait quand même le gros du travail. Comme je disais tout à l'heure, la vaccination, ça va être, une arme pour nous, non négligeable dans, la lutte contre la Covid qu'on mène à l'hôpital, notamment, bah, comme on le disait, pour, les personnes que nous, on voit en hospice, en fait, qui arrivent jusqu'à nous, qui ça se passe pas bien et donc pour lesquelles, on espère, vraiment, que, cette vaccination va pouvoir faire diminuer, le nombre de cas graves et qui doit être, bah, combinée, comme on a l'habitude de le faire, on combine tout le temps toutes les préventions pour que la réponse soit maximale. Oui, je crois que c'est vraiment une arme très importante et malheureusement, j'ai l'impression qu'on va devoir se refaire vacciner quand même. Que le Covid va complètement disparaître de notre réalité. Et pour l'instant, il faut garder en tout cas les mesures de distanciation sociale, malheureusement. Et voilà. Mais c'est quand même une stratégie très importante. Non, c'est un petit peu, l'idée du vivre avec en fait, hein, qu'on connaît bien quand on vit avec le VIH. En tout cas, voilà, merci beaucoup. Je pense qu'on a beaucoup de remerciements, en tout cas par rapport aux questions et surtout aux réponses précises et claires qui ont été données ce soir. Donc on vous remercie, Alain et Marie. Merci beaucoup, au Corée 8 d'avoir pu proposer ce webinaire, très rapidement et spontanément. On va peut-être aussi remercier, particulièrement Laureline Morquin qui nous regarde ce soir. On fait un petit coucou, qui a organisé ce webinaire, et qui a été très efficace, sur la communication et la diffusion. Donc, bah, voilà, on va clore cette soirée. On va vous souhaiter une très belle soirée et peut-être qu'on aura l'occasion de reprogrammer, prochainement un prochain webinaire si d'autres questions se posent et voilà. Merci, merci à vous. Merci à tous. Merci Marie, merci Laurent. Merci à tous 2. Merci Alain pour ton aide. Alors à bientôt. Bonne soirée.